Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Samy Franco-Thaï, le trait d'union entre la Thaïlande et vous. Donc aujourd'hui, grand jour, on va parler de Hua Hin. Hua Hin, la ville dans laquelle j'ai décidé d'établir ma vie et de vous donner justement mon approche et mon regard un peu particulier de franco-thaï, ayant les deux cultures, parlant les deux langues sur cette ville, parce que cette ville n'est pas aussi simple que ça à apprivoiser. C'est-à-dire que Hua Hin est loin des clichés qu'on imagine de la Thaïlande. Elle est également très loin de cette idée de carte postale qu'on peut avoir en Thaïlande aussi. Mais Hua Hin est une ville qui est magique. Aujourd'hui, je ne me vois pas vivre ailleurs qu'ici. Je pense que Hua Hin, c'est une ville qui a besoin de se découvrir, qui a besoin de s'apprivoiser pour vraiment l'apprécier. Ceux qui découvrent Hua Hin pour la première fois ne comprennent pas vraiment ce qu'elle a de particulier, mais ça prend du temps. Et quand on prend le temps, et quand on ouvre les yeux, et quand on apprend à regarder, à vivre un peu différemment, on se rend compte que Hua Hin est quand même très différent de ce qui existe dans le reste de la Thaïlande. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers mon regard franco-thaï, à travers mon expérience, à travers les années que j'ai pu passer ici, Hua Hin n'est pas une ville qui se visite, c'est une ville qui se découvre. Donc on est là aujourd'hui pour parler un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que Hua Hin a de différent des autres villes de Thaïlande? Allez, on démarre tout de suite. Ok, donc parlons un petit peu de Hua Hin, cette belle ville de Hua Hin. Hua Hin, pour moi, c'est avant tout une histoire d'enfance. En fait, c'est que moi, je suis originaire de Phuket, j'ai passé ma petite enfance. Ma famille, elle, est originaire de Samut Prakan. Et c'est vrai que quand petit, j'allais voir mes grands-parents, la famille, l'endroit où il y avait la mer, qui était le plus proche, avec du sable blanc, avec de l'eau claire, c'était Hua Hin. Donc c'est vrai que j'y suis beaucoup allé enfant. Et ça a été justement, je pense, une des raisons pourquoi je suis revenu beaucoup plus tard. Hua Hin, c'était l'escapade du week-end. J'ai des souvenirs de sable, de petites activités. On est beaucoup moins loin que le sud. Il y avait beaucoup de marchés en plein air. Tout ça existe encore, mais c'est vrai qu'il y avait une douceur de climat. Et puis après, il y avait un côté, on voyait que c'était que les Bangkokois qui venaient. En tout cas, voilà, je vous parle de ça. On est à plus de 35 ans. Donc, c'est l'image que j'ai de Hua Hin. Maintenant, il y a 12 ans, quand j'ai décidé de m'installer, ça a été autre chose, ça a été compliqué. On habitait à Luang Prabang avant, une ville qui était beaucoup plus simple, une ville laotienne. On avait une ville qui était une vie pardon, plus chill. Quand j'ai pris la décision de venir avec mes enfants et ici, ça a été bizarre. C'était au début, on s'attendait à une ville plus grande, et puis est-ce que tous ces axes, on a Espler, cette grande route principale, les enfants. Donc la question, c'est vraiment posé. Mais de toute façon, après le Laos, je ne me voyais pas aller à Phuket. C'était trop, il y avait beaucoup plus de monde, il y avait beaucoup de tout ça. Donc c'est pour ça qu'il a vraiment fallu. Ça a été le meilleur compromis. Il y a 12 ans, quand on est arrivé, donc malgré les petites réticences au début, on s'y est fait, on s'y est habitué. C'est un choix qu'on regrette vraiment, mais alors vraiment pas. En 12 ans, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a vu l'arrivée d'un nouveau centre commercial qui a pas bougé. On a vu également l'arrivée d'expatriés beaucoup plus haut de gamme qui sont arrivés, des écoles qui sont ouvertes, des hôpitaux. Tout s'est structuré en fait. J'ai l'impression que Hua Hin, en 12 ans, on a tendance à dire ah oui, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Je suis pas certain que Hua Hin c'était mieux avant. J'ai l'impression que Hua Hin s'améliore avec le temps, comme du bon vin finalement, et que Hua Hin devient de mieux en mieux. Donc voilà, il y a le tourisme intérieur qui est toujours très présent à Hua Hin. On commence à avoir un tourisme un peu plus international qui vient, mais qui n'est pas dérangeant. Hua Hin, par son côté également haut de gamme, et puis surtout préservé par la famille royale, on n'aura pas les touristes torse nu qui se baladent bière à la main, qui font n'importe quoi. Les Thaïs vont toujours préserver ça parce que c'est une ville thaï avant tout. C'est pas une ville qui a été créée pour le tourisme, c'est pas une ville qui a été créée pour le business, pour les étrangers, c'est une ville thaï qui plaît aux Thaïs. Et de ce fait, ils vont toujours vouloir préserver cette ville-là. Maintenant, Hua Hin, aujourd'hui, est en plein bouleversement et en plein changement. C'est qu'il y a beaucoup de choses en cours. La première, c'est cette nouvelle gare ferroviaire qui a été construite l'année dernière,
qui prépare justement à un afflux plus important ferroviaire, de plus de tourisme par là. Le but de tout ça, vous allez me voir venir, c'est le fameux TGV Douane qui va arriver. Aux dernières dates, c'est en 2026 qu'il est censé arriver. L'année prochaine, sauf que si je suis tout à fait sincère avec vous, il y a 12 ans quand je suis arrivé, on m'avait déjà parlé du TGV et c'était une des raisons pourquoi je voulais m'installer là. Bon, on voit très bien en France ce qui s'est passé, des zones comme la région de Bordeaux ou même le nord de la France, le jour où le TGV est arrivé, ça a explosé la ville et tout a changé. C'est ce qui va arriver à Wayne. Maintenant, évidemment que ça prend du retard, ça avance quand même. En 12 ans, ils ont fini la nouvelle gare ferroviaire, ils ont fini le nouveau tracé ferroviaire aussi. Aujourd'hui, ils sont prêts à accueillir des trains grande vitesse. Le train grande vitesse en Thaïlande n'est pas encore en place parce que ça a été au départ un financement par les Chinois mais qui a été refusé par le gouvernement thaï pour des très bonnes raisons. Mais bon, on ne va pas perdre du temps, enfin on ne va pas étayer là-dessus et on va garder ça pour une prochaine fois. Mais il faut savoir que ce projet de TGV n'est pas un projet purement thaïlandais. C'est un projet chinois dont le but est de relier la Chine à Singapour, en passant par le Laos, la Thaïlande, la Malaisie et ensuite Singapour. Au Laos, pays montagneux, travaux financés par les Chinois, le train c'est fini, le TGV en place. En Malaisie c'est aussi pareil, il y a juste la Thaïlande. Donc voilà, ça va arriver, ça prendra le temps qu'il faut, mais par la pression justement des Chinois et de tout ce qui doit se passer, ça va finir par s'installer ici. Donc Wayne aussi, par son tourisme intérieur, a plutôt bien encaissé le choc du Covid, même si ça a quand même été un choc et ça a été dur pour tout le monde. Mais c'est vrai que des zones comme Samui ou Phuket, qui vivent principalement du tourisme de masse, ça a été violent. Wayne, c'est différent. Wayne, quand on a un gros tourisme de week-ender, on a pas mal d'autochtones, enfin de Bangkokois qui viennent le week-end. On a également pas mal d'expats qui viennent également le week-end. Et on a ce tourisme intérieur qui fait que on n'avait pas besoin, même si le pays était fermé pendant plusieurs mois, le tourisme intérieur a pu suffire à certains moments à vivre. En plus, le gouvernement thaï, à l'époque du Covid, avait fait un système qui s'appelait Chaikun Lakun, qui faisait que si vous alliez dans une région qui était différente de celle figurant sur votre carte d'identité, vous pouviez aller au restaurant ou dans les hôtels en payant que 50% de la note. L'autre 50% était payé par le gouvernement. Le fait de faire ça, justement, a plutôt accentué et boosté le tourisme intérieur sans que le gouvernement ait besoin de donner trop, on va dire, d'aide aux hôtels ou aux restaurants en difficulté. Donc c'était plutôt quelque chose d'intelligent. Donc voilà, Wayne tire son épingle du jeu, justement aussi grâce à son tourisme thaïlandais, son tourisme intérieur et le fait que ça vit pas uniquement grâce au tourisme international. C'est pour ça que j'ai choisi de rester ici. Maintenant, Wayne, c'est pas que ça aussi, c'est un mélange entre la tradition thaï et la modernité. Hua comme je vous disais, est une ville royale et elle a de particulier ce que ont la plupart de particulier les villes royales. On va faire un petit exemple avec par exemple la France où les rois construisaient leurs châteaux sur les bords de Loire parce que c'était des régions qui étaient les plus clémentes d'un point de vue météorologique, c'est-à-dire que l'hiver était moins froid qu'ailleurs et l'été était beaucoup moins chaud qu'ailleurs. On a la même chose ici à Hua Hin, c'est-à-dire que c'est la ville favorite de la famille royale pour une raison assez simple, proximité de la capitale et également ici, c'est l'endroit le plus ensoleillé de Thaïlande. On est sur 300 jours d'ensoleillement à l'année. Donc après, vous comptez un peu de pluie à gauche à droite. Ça n'a rien à voir avec des zones comme Koh Samui ou alors Phuket qui ont de la pluie. À Phuket, on peut avoir des rideaux de pluie pendant des semaines. J'ai ces souvenirs-là que Wayne, on n'a pas. Wayne, quand il pleut, c'est vrai que parfois on est surpris. Il va se mettre à pleuvoir très fort le matin de 10h à 11h pendant 1 heure. Vous allez avoir 6 mois de pluie d'un coup. Donc en général, tout est tout est inondé, surtout devant Market Village, mais ça dure pas longtemps. C'est-à-dire que ça monte d'un coup et 2 heures après, tout est redescendu. Donc c'est vrai que voilà, ce climat clément, assez sec, très peu humide, c'est ce qui a poussé la famille royale à s'installer ici. Le premier roi à être venu ici, donc, c'est Ramesses. Ramesses, en venu, il a fait construire son palais ici à Hua Hin en 1920. Le palais s'appelle Klai Kangwon. Klai Kangwon, en thaï, ça veut dire loin des soucis. Justement, il a construit ici son palais pour se mettre loin des soucis.
Ça a participé justement à cette renommée et cette envie de toute la bourgeoisie thaï de venir à Hua Hin, dans cet endroit loin des soucis. Lui, il a construit ça, mais la personne qui a le plus, on va dire, amené les Thaïlandais à aimer Hua Hin, ça a été le roi Rama IX Bhumibol. Ce roi-là, qui est le roi, comme vous savez, qui était tellement adoré des Thaïlandais, tellement aimé de tous, a aimé particulièrement Hua Hin pour plusieurs raisons. Il était joueur de saxophone. Hua Hin est une ville dont la tradition jazz est très présente. Donc on a le festival du jazz ici tous les ans. Le fait que le roi jouait du saxophone, il a également composé plusieurs choses. Il jouait également ici quand il y avait la possibilité. Autre chose, le roi était également un féru de voile. Donc Hua Hin, ça faisait partie des endroits où il venait, on faisait faire de la voile. Il avait fait la traversée de Hua Hin à Pattaya à la voile. Donc voilà, c'est vraiment le roi Rama IX, qui était le roi donc adoré du peuple thaï, qui a vraiment amené la bourgeoisie ici, qui a amené la renommée de Hua Hin, malgré le fait que ce soit Rama VII qui ait construit le palais. C'est justement ce passé royal qui fera que Hua Hin ne sera jamais comme Koh Samui, comme Phuket ou Pattaya. Parce qu'à Hua Hin, ici, vous n'aurez pas des gens qui font des wheelies en scooter. Quand je vous disais, les types, c'est un peu facile de dire torse nu à la bière, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que Hua Hin, grâce à ce passé royal, il y aura toujours cette retenue, ce code de conduite thaï, où là, justement, on peut avoir l'impression, dans beaucoup de villes de Thaïlande, les Thaïs se sont adaptés aux touristes et au tourisme. Ici, je crois qu'à Hua Hin, c'est aux étrangers de s'adapter au code de conduite thaï. Et je crois que c'est ça justement que les gens apprécient quand ils viennent à Hua Hin. Autre chose aussi qui est quand même assez importante, c'est qu'à Hua Hin, les autochtones sont encore là. C'est-à-dire qu'ici à Hua Hin, vous avez encore tous ces gens de Hua Hin. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les endroits très touristiques comme Phuket, comme Pattaya, des endroits, ou alors même à Koh Samui, il y a encore, bien sûr, des autochtones, mais c'est bien moins la plupart propriétaires terriens. Ils ont revendu leur terrain il y a 20 ans et aujourd'hui, ils habitent à Bangkok, à Paris ou Los Angeles. C'est-à-dire ils vivent plus là-bas. Et le fait d'avoir vendu leur terrain dans des hôtels et comme ça a augmenté leur niveau de vie. Donc c'est vrai qu'on a perdu un peu ces autochtones, sauf que dans ces villes-là, on est arrivé au point que même dans les restaurants, avant on avait, on va dire, les serveurs ou les travailleurs, c'était des gens de la région Isan qui venaient travailler ici en Thaïlande, mais qui sortaient pas, ils repartaient pour Songkran, c'est la nouvelle en Thaï. Là, j'ai l'impression que les choses ont encore changé. Dernièrement, j'étais à Phuket, j'étais au restaurant, j'ai commandé en Thaï, normal, et on me comprenait pas, parce qu'en fait, le serveur, il était birman. Donc on en est là, c'est-à-dire que dans ces endroits-là, voilà, on perd de plus en plus l'âme de la Thaïlande, parce qu'un birman, ça travaille plus dur, ça travaille peut-être pour moins cher qu'un Thaï, peut-être qu'un Thaï n'a plus envie de travailler dans ces endroits-là, donc ça m'a un petit peu surpris. Alors que Hua Hin, l'âme est encore là, et puis elle est précieuse. Donc, Hua Hin. Hua Hin, pour moi, ça a été le mix parfait, parce que c'est pas non plus un village, c'est pas non plus une grosse métropole, c'est vraiment le mix entre les deux. Justement, ça c'est fun fact, Hua Hin est légalement une ville, ça s'appelle légalement Hua Hin City, parce que pour s'appeler Hua Hin City, il faut avoir 50 000 habitants minimum, et ça on l'a eu cette année. C'est-à-dire, je crois qu'on est à 75 000, je crois, habitants maintenant, mais avant ça, en fait, on était en dessous de 50 000 à l'année, donc en fait, légalement, on était une town, c'est-à-dire un village. Donc voilà, maintenant, Hua Hin est réellement une ville. Maintenant, une des raisons pourquoi Hua Hin également me plaît autant, c'est que c'est une ville où on vit dehors. Comme je vous disais, le climat est agréable, donc on peut toujours être dehors, on fait des activités, etc. L'autre chose, c'est que Hua Hin est tellement riche, et surtout les alentours, en activités. Sans entrer trop dans les détails, j'ai des enfants et qui sont plutôt en âge entre 6 et 12 ans. Pour éviter qu'ils bloquent sur les iPads et qui ne sortent pas, enfin, qui ne font pas ça, moi, on a tendance tous les week-ends à faire une activité différente aux alentours de Hua Hin. Pour être tout à fait sincère, en faisant quelque chose de différent tous les week-ends, il me faut 1 an pour revenir à la première activité. C'est-à-dire que Hua Hin autour, on a les parcs nationaux, on a Kem Krachan, on a les Palau, on a les Sam Loyot, on a le parc des éléphants, enfin la réserve des éléphants naturels de Koh Buri, on a les mangroves, enfin voilà, je ne vais pas vous faire un listing d'agences de voyage, mais Hua Hin est riche en faune et en flore autour de nous. Celui qui aime
justement la nature, les animaux, on se régale à Wayne. Wayne, c'est pas que la ville. La ville, c'est vrai que quand on la regarde, comme je l'ai souvent dit, il y a un côté où on peut être déçu. Wayne évolue. Et c'est ça qui est bien aussi. Donc on parlait de la gare, il y a également l'aéroport, les travaux qui ont été finis. Donc pour pouvoir accueillir des moyens et des gros porteurs, il va y avoir des vols internationaux à Wayne. Wayne évolue et c'est bien aussi, c'est positif. Donc Wayne est une ville qui est ancrée dans le passé, qui a ses racines royales dans le passé. Mais Wayne est aussi une ville qui est totalement en devenir, où justement les choses... C'est une ville qui est ouverte à demain. Et c'est ça qui fait c'est toute la différence. Maintenant, on va comparer un petit peu Hua Hin avec les autres villes de Thaïlande. Quelle est mon approche? Quelle est leur différence? Qu'est-ce qui change? On va commencer par Phuket. Phuket, c'est difficile. Phuket, j'ai un attachement particulier. Phuket, c'est mon enfance, c'est des souvenirs, c'est des odeurs, c'est des bruits. Phuket aura toujours, je vibrerai toujours pour ce Phuket-là. Quand je vais à Phuket, quand j'atterris ou quand je traverse le pont, je sens des frissonnements. C'est que je pense être attiré, j'ai un magnétisme. Phuket a quelque chose. Phuket, je ne pensais pas pouvoir y vivre avec les enfants parce que c'était pas le bon moment. Mais aujourd'hui, moi, si je devais vivre à Phuket, j'adorerais vivre sur Phuket Town, qui est très agréable, mais je vivrais nullement sur Hawaï, sur Patong, où là, ça devient la, oui, la Zilani, c'est impossible. C'est des endroits, justement, où on perd un peu le côté Thaïlande. À la limite, en basse saison, un petit peu, mais on peut avoir l'impression, dans ces zones-là, oui, en effet, peut-être que on s'est peut-être un peu trop adapté au tourisme et on a peut-être un petit peu vendu notre âme au diable. Maintenant, à Phuket, on a encore ce côté sino-portugais, thaïlandais qui est encore en place et présent. Donc, parlons maintenant un petit peu de Koh Samui. Bon, c'est là où je pense que je vais me prendre des commentaires pas sympas. C'est-à-dire que Koh Samui, je sais que les Français aiment beaucoup Koh Samui, je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup Koh Samui. Moi, je ne peux pas aimer Koh Samui parce que j'ai connu Koh Samui des années 90-2000. Donc forcément, c'est pas pareil. Vous allez me dire, et Phuket? Oui, Phuket a beaucoup changé. Phuket de mon enfance et Phuket actuel est différent, mais Phuket, ça reste une grande île. C'est-à-dire, il y a encore des endroits qui sont restés pareils. Samui, le charme de cet endroit est devenu ce qui a perdu cet endroit. C'est-à-dire qu'avant, c'était des constructions jamais plus haut que les cocotiers. C'était une vie simple, une petite île familiale, on peut y venir. Sauf qu'aujourd'hui, les constructions en dessous des cocotiers, on l'a construit sur les collines au-dessus des cocotiers. Donc, on n'a même pas attendu de dépasser en taille. Ça a tellement plu qu'aujourd'hui, Koh Samui est peut-être l'endroit le plus français de Thaïlande, spécialement la Maille. Donc c'est vrai que là, ici, on arrive en Thaïlande, mais on parle français, tout est français, les boutiques sont françaises, les constructeurs sont français. C'est un peu particulier, d'autant plus que cette ville du nord au sud qui fait 16 km, en haute saison, elle est tellement blindé et bouqué qu'au final, il faut 1 heure et demie pour faire ces 16 km. Donc, toutes ces petites choses, pour moi, ont gâché Koh Samui. Donc, c'est vrai que Koh Samui, ouais, c'est pas l'endroit que je mettrais le plus haut. Et puis surtout, c'est une vie sur les îles, c'est différent. Alors que Hua Hin, on est à 2 heures, on est sur le continent, on est à 2 heures et demie de Bangkok. Si on veut aller à Koh Samui, on descend par la route, on est à 3 heures de Champon, on prend le catamaran, on va à Koh Samui. C'est-à-dire, je considère quand même que pour vivre, ça reste plus sympa et plus facile Hua Hin. Maintenant, on peut toujours aller en week-end et puis Koh Samui, pour la carte postale, ça reste magnifique. Y habiter, c'est autre chose. Maintenant, Chiang Mai. Chiang Mai, c'est bien. C'est vraiment bien, Chiang Mai. Chiang Mai, le seul souci, et il n'est pas des moindres, c'est vraiment cette culture sur brûlis. C'est pas seulement Chiang Mai, c'est la région, c'est la Birmanie, c'est le Laos. La culture sur brûlis, c'est une manière de brûler justement les collines pour désherber, créer de l'engrais et ensuite pouvoir planter dessus. Donc c'est une technique ancestrale, c'est une technique nécessaire pour pouvoir avoir de l'engrais et puis faire planter. Sauf que ça fait des nuages de fumée vu que c'est toute la région. On voit ça des satellites, c'est invivable. Et surtout, comme Chiang Mai est dans une cuvette, on a tendance à avoir ce nuage qui bloque au-dessus, ou certaines semaines dans l'année,
Chiang Mai est plus pollué que Sao Paulo, ça devient la ville la plus polluée du monde. Donc c'est vraiment le seul hic de Chiang Mai. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que c'est bien? Vous êtes dans le royaume de Lana, c'est-à-dire c'est encore autre chose, c'est un autre royaume. Vous avez les forteresses de la ville de Chiang Mai qui sont géniales, l'ancienne ville à l'intérieur. Chiang Mai, c'est 10 minutes de la nature. Vous prenez la voiture, vous allez à Qingdao, enfin, c'est magnifique. Donc, Chiang Mai restera toujours un coin pour moi. Dommage pour le bruit. Maintenant, voilà, je trouve cette ville tellement agréable qu'elle pourrait être le plan B après Hue Hin. Parce que voilà, c'est vrai que Hue Hin, je m'y sens beaucoup mieux et qu'il y a plus d'avantages, comme je peux le dire depuis le début. Mais Chiang Mai, il y a quelque chose. Juste cette histoire de bruit. On ne pouvait pas parler de toutes les grandes villes touristiques, enfin toutes les grandes villes de Thaïlande sans parler de Pattaya. Pattaya, que dire de Pattaya? Bon, bah Pattaya, vous connaissez tous cette ville par on va dire, la réputation sulfureuse que peut avoir cette ville. Qui n'est pas fausse, mais c'est pas uniquement ça. Et spécialement ces dernières années, où on sent bien que le gouvernement essaie de faire un effort, et même la municipalité de Pattaya, pour en faire une ville beaucoup plus familiale, beaucoup plus ouverte sur les activités locales. Il y a beaucoup de Bangkokois taquillés. Pattaya, c'est 1 heure et demie de Bangkok. Et vraiment, actuellement, par rapport à Hue Hin, où la route, elle reste quand même à désirer, Hue Hin, c'est 2 heures et demie, 3 heures avec une route un peu moyenne. Pattaya, c'est de l'autoroute, c'est tout droit, on part, c'est facile. Donc, Pattaya, 1 heure et demie de Bangkok, c'est un petit Bangkok, on a plusieurs centres commerciaux, plein de restaurants, c'est un petit Bangkok. Donc, il y a là ce côté-là agréable, Pattaya. Maintenant, voilà, même s'ils essaient de diversifier, moi, un truc que j'aime pas à Pattaya, c'est que je trouve Pattaya assez sale, comparé à Hue Hin, que ce soit la rue, les choses. Et puis la clientèle aussi, c'est que, à cause de cette réputation sulfureuse, ça attire une clientèle pas forcément désirée. Et c'est vrai que c'est ce qui bloque un petit peu. On en revenait tout à l'heure. Hue Hin, ce passé royal, préservera toujours Hue Hin d'un tourisme de masse qui risque de détruire un petit peu. Comme je disais aussi, quand certaines villes se sont adaptées à leurs hôtes, Hue Hin, c'est aux hôtes de s'adapter à Hue Hin et de la manière de faire des Thaïlandais. Ne pas oublier que Pattaya, à la base, ça a vraiment explosé parce qu'il y avait la base américaine qui était pas très loin, et quand ils étaient en break et qu'ils avaient des jours de solde, et ben, les militaires venaient à Pattaya pour relâcher la soupape et puis vivre un petit peu, respirer un peu. Donc c'est vrai que historiquement, la renommée de Pattaya est due à une histoire bien différente comparée à la renommée de Hue Hin. Pas de jugement de valeur, les deux sont bien et il y a une clientèle pour les deux. J'explique juste les différences. Maintenant, on finit sur Hue Hin. Pourquoi Hue Hin? Maintenant qu'on a parlé de toutes ces grandes villes, Hue Hin, c'est la tranquillité, c'est l'élégance, c'est la vraie vie locale thaïlandaise. Donc c'est vrai que Hue Hin, c'est ça qui change du reste. Maintenant, ça devient facile, on peut manger ce qu'on veut. On a 2 grands centres commerciaux, 3 hôpitaux internationaux, plusieurs écoles internationales. Hue Hin, c'est la Thaïlande sans excès. C'est, comment je peux appeler ça? C'est la Thaïlande, on va dire, c'est le bon compromis pour y rester. Il y a la Thaïlande qu'on visite, et puis il y a ensuite la Thaïlande où on veut habiter. Et je crois que pour habiter, on ne fait pas mieux que Hue Hin. Parce que parler thaï, c'est un outil. On peut apprendre le thaï. Beaucoup de gens l'apprennent, beaucoup de gens le parlent très bien, et de plus en plus. Mais ça ne permet pas forcément de comprendre la pensée thaïlandaise. De la même manière que beaucoup de gens peuvent apprendre le français, mais apprendre à être français, c'est autre chose. De la même manière, apprendre à être thaï, je suis même pas sûr que ça puisse s'apprendre. C'est soit on est né dedans, ou alors ça prend vraiment beaucoup d'humilité et beaucoup de temps d'accepter cela. Moi, dans ma vision de franco-thaï, c'est vrai que j'ai cette chance-là d'avoir baigné dans ces 2 cultures, d'avoir parlé les 2 langues depuis ma petite enfance. C'est qu'en plus d'avoir cet outil pour parler ces 2 langues, je pense sincèrement être capable de comprendre la subtilité de la pensée thaïlandaise. Et ça va sur plein de petites choses. On va prendre un exemple très simple. Le non n'existe pas en thaïlandais. C'est-à-dire qu'un Thaï ne va jamais confronter et va vous dire non, parce que ça n'existe pas. On a les mots qui veulent dire
Euh, My die, pas possible, die possible, même le oui n'existe pas. C'est-à-dire ici, pour dire oui, on va vous dire ok, comme si on acquiesçait quelque chose, mais le mot oui ou le mot non n'existe pas en thaïlandais exactement de la même manière, parce qu'en thaï, on va chercher à éviter le conflit, alors qu'en France, on va vouloir une réponse claire sur les choses. Un thaï, s'il y a quelque chose qui lui va pas, il va pas vous dire non frontalement. Il va vous sourire et puis il va contourner un petit peu le problème. Sauf que quand on ne comprend pas, on va croire que s'il sourit, c'est qu'il accepte, ou s'il sourit, il est d'accord, mais en fait, pas du tout. Il est juste dans une recherche de contourner le problème, alors que nous, en tant que Français, on veut une vraie réponse claire aux choses. Donc c'est une des raisons pourquoi parfois, que ce soit dans les couples franco-thaï ou dans le quotidien, on a l'impression d'arriver sur un mur. Et c'est vraiment lié à ça, à cette manière de penser qui est réellement différente. Il n'y en a pas une de mieux que de l'autre. C'est juste qu'elle est très différente. Les Thaïs sont des personnes donc éduquées, polies et surtout gênées. Parfois, vous allez vouloir donner quelque chose à une personne thaï, elle va vous dire oh, ok, mais pen like, mais pen like, mais en fait, vous devez répéter plusieurs fois et mai pen rai, ça ne veut pas dire je ne veux pas. Si je ne veux pas, elle dirait mai en krap, mais en elle dit mai pen rai. Mai pen rai, c'est-à-dire c'est pas grave, ne vous souciez pas, je ne veux pas vous embarrasser. Donc ça fait partie de ces choses-là. C'est un Français, ok, je reviens, tu veux un café, il va dire oui, non. Là, oh, mai pen rai, c'est pas je ne veux pas, c'est ne t'embête pas. Et c'est quelque chose de très commun chez Thaï. Il y a quelque chose en Thaï, c'est le Kreng Chai. Les Thaïs, ils sont Kreng Chai tout le temps. Kreng Chai, ça veut dire, comment traduire ça en français? Ça veut dire penser aux autres. Par exemple, tiens, est-ce que tu veux que je te prenne ça? Tu vas faire, oh non, non, mais pas là. Mais en fait, il a envie, mais il va dire Kreng Chai, c'est parce qu'il va dire non, je ne veux pas embarrasser l'autre ou je ne veux pas que l'autre fasse un effort pour moi. Difficile à traduire Kreng Chai, c'est avoir pas de la pitié, avoir de la reconnaissance, difficile. Bah, tenez, dans les commentaires, si vous êtes meilleur que moi dans cette traduction, n'hésitez pas. Comment vous traduirez le Kreng Chai thaïlandais? Donc voilà, donc le thaï, on n'est pas en direct, on est en contour. Mai pen rai pour dire non, non, ça va, j'en veux pas, mais ça veut pas dire j'en veux pas, ça veut dire ne t'en soucie pas, je ne veux pas t'embêter. Et Kreng Chai, je ne veux pas embêter l'autre, je ne veux pas l'embarrasser. Maintenant, comprendre la logique thaï quand on a été éduqué en France. C'est tout un truc, c'est tout un monde. J'en vois ici des Français qui râlent et je les comprends. Ça peut être pour la bureaucratie, les retards, la mauvaise compréhension. Et j'en vois plein. Et je leur en veux pas. J'ai juste envie de leur dire parfois, ça marche pas comme ça ici. Arrêtez de crier, arrêtez de vous énerver parce que ça va pas améliorer les choses. En fait, les Thaïs ne réagissent pas comme en France. C'est ça le truc. C'est qu'on peut pas demander à ce que ça se passe de la même manière. Un Français, lui, il veut une réponse claire. Il va quelque part, je veux ça. Oui, non, c'est possible, c'est pas possible. Mais un Thaï, il va pas vous donner une réponse claire, il n'en est pas capable. Le Thaï, lui, il veut éviter le conflit. C'est ça. C'est pour ça que lui, vous allez poser des questions, il va regarder à gauche et vous, ça vous énerve. Il va dire, mais c'est pourtant simple ce que je demande. Pourquoi ça pas? Mais non, c'est pas simple. Et le Français, il va croire que le Thaï, il se fout de tout, il se moque de lui. C'est pas ça. C'est que vous lui demandez d'être trop direct sur quelque chose. Ce n'est pas dans sa construction. Il n'est pas capable d'être direct. Il préfère contourner les choses. De ça va se rajouter quelque chose, vous en avez tous entendu parler, c'est le côté perdre la face. Ne pas minimiser ça, perdre la face chez les Thaïs, c'est hyper important. Chez les Thaïs, c'est comme s'énerver. S'énerver en Thaïlande, vous perdez toute crédibilité parce qu'ici, on est bouddhiste. On est censé être capable de gérer nos émotions. Quelqu'un qui s'énerve est considéré comme quelqu'un de faible parce qu'il n'a pas été capable de s'élever suffisamment pour contrôler ses émotions. C'est pour ça que quand on voit un Français ou un étranger se mettre à râler, à crier sur un Thaï qui le regarde d'en haut et tout, on est dans deux mondes différents, ça ne peut pas comprendre, on est dans deux concepts différents. De la même manière, comme je disais, donc perdre la face, oui, pour un Thaï, perdre la face, c'est quelque chose. C'est-à-dire que pour lui, il a besoin de montrer face haute, face à l'extérieur. Donc quand un étranger lui parle mal, ou quand un étranger va le toucher, etc., on lui fait perdre la face, ou même l'humilier, lui montrer qu'il a tort, alors que c'est pas grave. Ça va vous arriver plein de fois d'être ici, et vous avez raison. Mais ça suffit de le savoir. Ça sert à rien d'appuyer sur le truc en disant regarde, je te prouve par A plus B que j'ai rien.
ça va rien vous apporter. Et au pire de ça, ça va créer une mauvaise relation avec la personne. Après, de la même manière que perdre la face, ça peut aussi être quelque chose qui peut aider en Thaïlande. Parce que si vous travaillez là ou quoi, il y a beaucoup d'étrangers qui disent ah oui, je veux pas perdre la... Non, mais toi, tu es un étranger. C'est-à-dire perdre la face en tant qu'étranger, on s'en fiche. Moi, dans mon travail, ça m'est arrivé plein de fois de me tromper. D'engueuler quelqu'un, de me tromper, et puis à la fin de venir voir en disant ah, je suis désolé, tout à l'heure j'étais mal luné, et puis voilà. Ça, c'est un truc qu'un Thaï a plus de mal à faire parce que de s'être trompé, de le reconnaître par la suite, peut également être considéré qu'un perdre la face. Nous, en tant qu'étrangers, parce qu'on a cette subtilité-là, je pense justement qu'il faut en avoir un peu rien à faire de perdre la face et puis mettre ça plutôt de notre côté. Donc moi, c'est vrai qu'avec mon éducation franco-thaï, ma culture et ma vision franco-thaï, j'ai la chance d'avoir un peu le bon côté les deux. C'est-à-dire je comprends leur subtilité, donc je fais en sorte de ne pas les pousser dans leur recoin pour pas les faire exploser. Et de la même matière, je suis moins touché sur le fait de perdre la face, je m'en fiche un petit peu. C'est-à-dire que si ça peut m'aider à dire pardon, voilà, j'en ai aucun problème avec ça. Donc voilà, utiliser la force de nos deux origines pour pas faire du mimétisme, mais être réellement ce qu'on est. Je suis ni thaï ni français, et en même temps je suis 100% thaï et 100% français. Karma. Vous deviendrez ce que vous êtes aujourd'hui. Et cette histoire de karma, il n'y aura pas un brave vengeur de Dieu qui vous punira, vous n'irez ni en enfer ni au paradis. C'est plus, le but, c'est d'arrêter le système de la réincarnation, ou en tout cas d'avoir une vie meilleure que la précédente. Et pour ça, faites bien les choses, faites les choses bien, ayez un bon karma. Et dedans, occupez-vous de vos anciens. C'est quand vos parents vous ont élevé et qui vieillissent, de ne pas s'en occuper. Il n'y a aucune loi qui vous condamne à ça. Mais il y a votre karma. Au niveau de votre réincarnation, est-ce que ça se passera bien? Est-ce que vous allez avoir une meilleure vie ou alors arrêter la roue si vous avez été capable de ne pas vous occuper de ceux qui vous ont éduqué? Voilà, tout est là-dessus et dans la beauté, moi je pense justement des Thaïs. Et c'est grâce à ce karma qui fait qu'ils ne volent pas, ils ne trichent pas et on essaie de le plus droit possible. Donc voilà, le mot de la fin. Bon, je viens de vous partager ce que je pense profondément de Hua Hin. C'est loin d'être la ville parfaite en Thaïlande. Je ne crois pas qu'elle existe, la ville parfaite en Thaïlande. Mais c'est la ville qui me ressemble. Elle a un mélange entre modernité, tradition, entre proximité et distance nécessaire également pour pouvoir souffler. C'est une ville, je vous dis surtout pas ça pour que vous venez tous à Hua Hin, je vous explique juste ma vision de Franco-Thaï et pourquoi certaines personnes décident de vivre là et puis se sentent très bien ici. Et c'est un petit peu moi ce que je ressens, Hua Hin est devenu mon chez moi aussi grâce un petit peu à tout ça. Maintenant, sur le mot de la fin, si ça vous a plu, super. On se revoit dans 2 semaines. On va sortir des vidéos toutes les 2 semaines sur des thèmes différents. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions, si des choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez en savoir plus, ou même des thèmes pour plus tard. Je répondrai à tous les commentaires et puis avec grand plaisir, on pourra discuter sur tout ça. En tout cas, si tout ça vous intéresse, la chaîne, abonnez-vous. Toutes les 2 semaines, il y a une vidéo. Écrivez en commentaire, on est là. Maintenant, laissez-moi aussi, depuis tout à l'heure, on discute dans ces bel endroit. On est ici au resort de Pascani. Donc, très bel endroit à Hua Hin. Vous avez un très bel hôtel, un très joli bar ici avec des cocktails de qualité. Donc, si vous venez à Hua Hin, venez ici, c'est un endroit secret. Personne ne sait où c'est et c'est super. Mais venez pas trop souvent, enfin, ne venez pas trop non plus, parce que moi j'aime bien venir ici et j'aime pas le monde. Allez, à bientôt.ขอสั่งมาร์การิต้าหนึ่งกับจินโทนิกครับ โอเคครั แล้ว บ ก็เอา2 ชูเตอร์สเปเชียลิตี้ของพี่โอเย็น ได้เลยครับ สวัสดีครับ ครับ